et on se retrouve sur le plateau télé du Cosmetics avec la table ronde. Je vais demander donc à nos invités de nous rejoindre. Pascal Brousse est déjà là. David Tripodi, vous êtes toujours avec nous en visio depuis Nice. Régis Courtin et Stéphanie Raymond, sans oublier Roland Konanek qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous pour co-animer cette table ronde. Je sais qu'il a plein de questions déjà qui sont listées. Vous êtes responsable développement du secteur cosmétique et des projets ingrédients à Biotech Santé Bretagne du côté de Rennes. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Merci pour cette introduction. Je suis content d'être là aujourd'hui, avant de poser les questions aux intervenants, d'autant que on tombe en pleine journée mondiale du recyclage, qu'on est à 4 jours de la journée mondiale de l'eau. Donc parler de cosmétiques solides, Guingamp a bien anticipé. Et effectivement, il y a pas mal de questions qui ont été posées, mais qui se posent encore pour l'ensemble des intervenants. Dans le cas des avantages et limites de la cosmétique solide, il y a différents points de vue. Il y a l'approche, je commencerai peut-être par l'approche écologique, puisque je viens de parler de Journée mondiale de recyclage et de l'eau. Est-ce qu'on peut dire, c'est pas simple comme réponse, mais que c'est vraiment écologique, la cosmétique solide? Est-ce qu'il n'y a pas parfois contradictions? Le process de fabrication en amont, c'est plus énergivore, ou il peut y avoir d'autres contraintes comme ça. Donc est-ce que, ou même par rapport à l'usage du produit et nos gestuels, le fait qu'un savon, on l'utilise au début, mais à la fin, on le jette peut-être plus facilement, de par son aspect qui n'est plus aussi esthétique qu'initialement. Donc est-ce que là-dessus, vous avez chacun des réponses? Et je commencerai peut-être par Régis, pour l'approche un peu écologique et cause-conception, finalement. Merci pour cette question, Roland. Donc effectivement, quand on parle d'écologie, c'est un grand nom qui parfois fait peur. Je pense qu'il faut rassurer les auditeurs et auditrices, c'est que derrière tout ça, pour moi, je parle de performance environnementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, tout produit, quel qu'il soit au service, dès que vous en consommez, d'ailleurs dès que vous sortez de chez vous, si vous prenez le bus, vous polluez. Notre société fait que toute activité crée de la pollution. Donc on parle de performance environnementale. Donc l'écologie, c'est quoi pour moi? C'est permettre d'améliorer sa performance environnementale. Pour ce faire, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de zéro impact. Ça veut dire que concrètement, il y a toujours de la pollution, qu'elle soit dans la terre, dans la mer ou dans l'air. Mais l'idée, c'est d'arriver à un idéal avec des objectifs. Moi, je parle côté industriel, en fait. C'est de se donner des objectifs à atteindre et d'aller étape par étape, de se donner des objectifs ambitieux mais réalisables. Sur les produits écologiques, on a parlé effectivement du plastique, des cartons biodégradables et autres. Est-ce que le verre, le bois, ça peut être des filières à exploiter demain pour se rapprocher encore plus de l'écologie, justement? Alors oui, c'est vrai qu'on vit une période où on parle beaucoup de plastic bashing. Ça veut dire que dès qu'on évoque le mot plastique, ça fait très peur. On ne pourra pas arriver au zéro plastique, c'est une utopie. C'est ma pensée, je pense que ce n'est pas que la mienne. Il y a du bon et du mauvais plastique. Mais le plastique en soi n'est pas forcément mauvais, ça dépend comment on l'utilise et comment on le recycle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va être dans des composants ou plus on va assembler différentes matières, plus le recyclage va être difficile. Ça, c'est déjà une base. Un plastique en polypropylène ou en polyéthylène d'une matière est plus facilement recyclable. Donc ça, c'est important. L'intérêt du plastique, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses et c'est léger. Et en termes d'hygiène aussi, ça a des propriétés excellentes. Bon, bref. Le verre aussi, c'est très facilement recyclable. D'ailleurs, je me souviens que moi, quand j'étais gamin, on amenait nos bouteilles au supermarché de bouteilles de verre et puis on les faisait recycler ou on touchait la consigne. Après, on a perdu cette habitude et maintenant on revient. Alors c'est rigolo parce qu'effectivement, comme nos grands-mères avant avaient un cabas et un filet, on avait 0 sac plastique. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont utiles et essentielles. Le plastique, on ne peut pas l'endiguer complètement. Ça peut être utile, mais il y a du plastique inutile. Et pour le bois, oui, c'est intéressant, mais encore une fois, il faut faire attention. C'est pas parce que vous achetez un produit emballé dans un packaging en bois qu'il est moins polluant que le plastique. Si le bois provient de forêts non respectueuses de l'environnement du fin fond de la Chine ou d'ailleurs,
Faut voir comment le bois a été. Ça veut dire que si vous avez planté les arbres, on parle d'huile de palme aussi, parce que c'est pour autre chose, mais vous avez des plantations qui sont créées pour des exploitations à outrance sans forcément respecter l'environnement, mais c'est pas parce que c'est du bois que c'est mieux que le plastique. Voilà. Donc il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Et les marques travaillent aujourd'hui justement à ces, comment dirais-je, à ces contenants des produits d'usage, sur le bois par exemple ou sur le verre. Alors C'est le cas oui, ou pas? oui, complètement. Mais tout à l'heure, j'ai présenté Perlecine qui effectivement travaille sur le bois et le verre. L'avantage, c'est que le verre, effectivement, soit on peut le réutiliser en le lavant chez soi en tant que consommateur, ou alors après on peut le mettre dans un bac de recyclage de verre. Donc c'est vrai qu'en France, nous avons les filières de recyclage de verre. Le plastique, nous avons des filières, mais pas assez développées. J'espère que ça arrivera, parce que, en gros, hein, le plastique que vous mettez dans le recyclage en plastique, il y a à peu près 30 ou 40% qui est recyclé. Bon. Et encore une fois, ça dépend des pays. Et après, le bois, oui, c'est recyclable, mais s'il y a bois et bois, c'est toujours pareil. Ça dépend ce que l'on fait après du bois. Roland, une autre question peut-être? Oui, une question sur l'approche peut-être un petit peu économique. Tout à l'heure, Pascal, vous avez évoqué les produits finalement d'entrée à 3-4 euros qui étaient accessibles, mais est-ce qu'il y a une approche aussi globale qui peut permettre de dire si c'est vraiment moins cher à l'usage, finalement, puisqu'on peut l'acheter moins cher, mais est-ce qu'on s'en sert vraiment jusqu'au bout? Et est-ce qu'on n'a pas aussi une limite liée au coût de production qui pourrait être aussi plus élevé? Alors peut-être que c'est notre intervenant à distance qui pourra répondre sur l'aspect production, mais d'abord peut-être sur la partie coût à l'usage, parce que dans l'approche économique, il y a cet aspect-là. Coût à l'usage, à partir du moment où il est bien justement conservé, hein, où il ne fond pas sous l'eau, là où il est stocké. Je pense qu'il y aura un avantage indéniable. Également, alors il y a des marques comme celles que j'ai citées, comme Pachamama ou l'Amazona, qui proposent des petits sachets, des petits filets en fait pour mettre les bouts de sable à la fin et pouvoir utiliser jusqu'au bout ces produits, ce qui est valable aussi pour les produits vaisselle. Et puis, je dirais, alors, ce serait intéressant de faire une analyse et de voir des comparatifs par rapport à l'usage. Tout va dépendre de la quantité. Vous voyez, c'est pas. Alors, contrairement, par exemple, en Asie ou au Japon, où j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement bien fait parce qu'il y a vraiment les doses d'indiquées en termes de taille, en termes de visuel, dans la cosmétique de manière générale. Or là, on ne peut pas savoir un utilisateur, il peut se servir 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il va presser sur le gel douche pour avoir une dose. Il peut prendre une douche de 20 minutes, 5 minutes. Donc, il faudrait pousser un peu plus loin les comparatifs plutôt que de pouvoir répondre comme ça. Mais en l'occurrence, en tout cas, un savon, un shampoing dure quand même plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois. Vous allez me dire quelle fréquence de lavage, c'est toujours pareil. Est-ce que je me lave les cheveux tous les jours ou 2 fois par semaine? Merci. Je ne sais pas si sur les aspects techniques, Oui, David Tripodi, s'il David est avec Tripodi, nous. s'il est avec nous, peut répondre. David, oui, vous êtes avec nous, Oui, merci. effectivement. Donc effectivement, ce qui va se passer avec la démocratisation de l'utilisation de ces produits cosmétiques solides, il y aura de plus en plus de demandes au niveau de la fabrication, au niveau des fournisseurs matières premières. On va forcément pouvoir obtenir des réductions de coûts. Au niveau de la chaîne de production, l'augmentation des volumes va faire que on va rentabiliser plus facilement l'outil de production. On va pouvoir optimiser, on va pouvoir voire même automatiser certaines lignes de production. Donc, par exemple, un projet d'ouverture d'un site tout automatisé. Donc, à partir du moment où les volumes vont augmenter, forcément, il y aura un impact de réduction de coûts qui sera forcément et logiquement visible par le consommateur. Donc,
autre question qui se pose et que vous avez aussi posée lors de vos interventions, c'est sur la notion d'effet de mode ou de risque d'effet de mode sur ce type de cosmétique. Vous avez parlé tout à l'heure, je crois, c'est Pascal, des plastiques qui disparaîtront de la salle de bain, peut-être à la perspective 5 ou 10 ans. Et si on fait le parallèle avec d'autres thématiques ou d'autres tendances qui nous ont été annoncées sur la présence de réfrigérateurs dans les salles de bain pour supprimer les conservateurs et mieux conserver ces produits cosmétiques. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. Et est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a des atouts supplémentaires à cette cosmétique solide ou quels sont les freins, peut-être liés à une nouvelle gestuelle, de nouvelles façons de faire individuelles qui vont peut-être limiter cette cinétique de mise en œuvre du développement des cosmétiques solides? Je ne sais pas, c'est Stéphanie ou Pascal, si vous avez des éléments de réponse. Déjà, on peut dire que les jeunes générations poussent vraiment les aînés pour les changements de mode de consommation. Ça, c'est dans toutes les études et catégories, hein, autant pour le recyclage. Donc, on peut voir une accélération des comportements. Bon, effectivement, vous mentionnez les frigos dans les salles de bain dont on parlait il y a 15 ans et qu'on avait vu déjà en Corée à l'époque. Ils reviennent d'ailleurs actuellement sur le marché, mais bon, ça pose aussi des questions en termes d'énergie. Enfin, ça adresse de toute manière, on est obligé. Il n'y a plus de réponse unique. C'est comme le packaging. Il n'y a absolument pas de réponse unique. On ne peut pas dire, quand on est dans un choix, voilà, on doit travailler toute la globalité. Pareil, de l'éco-conception, beaucoup des transferts d'impact, parce qu'on sait très bien que l'extraction du verre ou de l'aluminium a un impact qui est bien plus important que le plastique. Et le problème, c'est effectivement la vie, qu'est-ce l'objet, quelles sont les filières de recyclage. Et nous, je pense qu'on a pas mal de chance en Europe, parce qu'on a des lois, notamment la loi de l'économie circulaire, qui, d'ici le 30, nous dit qu'on ne pourra plus mettre sur le marché un produit qui n'a plus sa filière de recyclage en termes de packaging, et que tout ce qui n'est plus... et on aura l'obligation de monomatériaux d'ici 2040. Ça paraît encore loin, mais ça laisse le temps aux industriels de faire beaucoup d'innovations et justement de faire des partenariats pour développer des filières qui n'existent pas encore. Donc, c'est vraiment porteur d'avenir. De toute manière, de la contrainte naît l'innovation. Et là, on n'a jamais eu autant de contraintes. Tout à fait. Stéphanie, si vous avez complément. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que formuler solide, c'est aussi formuler différemment. Et en effet, il y a certainement des contraintes, mais je pense que l'outil de l'analyse du cycle de vie qu'on a évoqué, c'est un outil qui est vraiment très intéressant, parce que tout à l'heure, vous évoquiez aussi dans votre première question le fait de savoir si les produits solides étaient plus écologiques ou non. On ne peut pas vous répondre oui ou non. Mais en tout cas, ce que là permet de faire, entre autres choses, c'est de se dire, pour un service rendu équivalent, si on considère par exemple, et je parle sous le contrôle de Régis, le lâche de mes cheveux, on peut comparer un produit liquide versus un produit solide et voir à toutes les étapes, depuis le sourcing des ingrédients, en passant par la structuration de la formule qui va être radicalement différente si on est sur un format liquide versus un format solide, le procédé industriel de fabrication, plus énergivore, moins énergivore, parce que forcément ça va avoir un impact. Le packaging, c'est une étape, évidemment c'est ce qu'on voit le plus, et c'est ce sur quoi les consommateurs vont être sensibles, puisqu'en fait c'est ce qui va être le plus visible, mais c'est une partie du problème, enfin c'est une partie des problèmes à résoudre, mais il y a aussi l'utilisation, la fin de vie du produit. Tout ça, ça doit être évalué au cours de la CV. Et là, si vous comparez un liquide versus un solide à usage équivalent, vous pourrez savoir si oui ou non, sur une fonction, le solide est plus écologique ou moins écologique que le liquide. Et ça, c'est pour une formule. Après, c'est pour aussi une fonctionnalité. Donc ça, c'est très performant.
Et ça nous oblige aussi à repenser notre système de développement des produits, parce que finalement, il n'y a plus que le pack en fait. Il y a aussi le sourcing. Est-ce qu'on va aller chercher des ingrédients issus de l'économie circulaire? Est-ce que c'est plus avantageux d'aller chercher une huile de cranberries vierge plutôt que de faire un processus d'hydrogénation sur une huile d'huile d'olive qu'on a pris juste à côté de chez nous? Voilà, il y a plein d'impacts et je pense que le solide accélère aussi, le solide combiné aux demandes du consommateur de plus de naturalité, de plus de durabilité, nous oblige, nous contraint un peu, mais c'est aussi très intéressant pour nous, industriels cosmétiques, à réfléchir les produits différemment. Donc en ça, je pense que c'est une vraie opportunité. C'est difficile, mais il va être compliqué d'y couper. Et forcément, je vais terminer, tous les secteurs industriels avancent à pas différents. Enfin, je veux dire, ils ont des vitesses de croissance différents. Autant les ingrédients, ils peuvent être très avancés sur certains points, autant les fournisseurs de packaging, il y a aussi, c'est très long d'aller remplacer un plastique ou de le substituer. Enfin, Oui, voilà. ça me fait penser justement à un point pour accompagner ces industriels. Je crois qu'il existe un certain nombre d'outils aujourd'hui que l'État met en œuvre à travers l'ADEME, notamment des outils financiers. Je crois que Régis, vous avez quelques infos dessus pour évoquer ces outils financiers qui permettent de supporter les entreprises dans leurs efforts vis-à-vis de l'intégration des dimensions RSE, des dimensions écologiques pour le développement de nouveaux produits. Alors merci Roland, parce qu'effectivement c'est une question qui n'a pas été abordée depuis le commencement sur l'aspect économique et je dirais investissement des entreprises, le coût de recherche, développement et tout ce qui est éco-conception. Alors c'est vrai que l'ADEME, qui est l'Agence nationale de l'environnement, qui est en France, je dirais, le porteur de la transition écologique d'une façon générale, les budgets, non, il y a un plan de relance 2021-2022 qui alors là, je parle de l'éco-conception, mais d'une façon générale, qui, en termes de budget disponible d'aide aux entreprises, qui est considérable. Sur l'éco-conception, les budgets annuels sur 2 ans sont multipliés par 10. Très concrètement, avant, il y avait à peu près 2 millions d'euros par an consacrés à l'éco-conception. Aujourd'hui, c'est 20 millions d'euros. 40 millions sur 2 ans. C'est énorme. Au-delà de cette enveloppe globale, il y a des dispositifs à l'intérieur de ces budgets qui permettent en fait d'accéder très rapidement à une aide financière de façon très simple. Donc, c'est vrai que pour l'entreprise, c'est pas forcément facile de comprendre comment accéder à ces aides, mais il faut passer par des cabinets d'études comme nous. Nous, on accompagne les entreprises. Il y a vraiment beaucoup d'aides. Très simplement, une entreprise, une TPE qui va investir dans une étude d'éco-conception ou une démarche peut avoir jusqu'à 70% d'aide de remboursement par rapport à ses coûts en fait, d'étude d'éco-conception. Une grande entreprise peut avoir jusqu'à 50%. Donc c'est énorme. Merci Régis pour cette précision qui montre que effectivement l'État et les acteurs économiques sont pleinement mobilisés pour essayer d'accompagner les entreprises et dans ce cercle vertueux. Et comment fait-on justement pour connaître tous ces dispositifs d'accompagnement et de soutien? On passe par l'agence de transition écologique ou sinon par des bureaux comme le vôtre? Alors, très bonne question. Ouais. C'est juste... Il y a effectivement deux façons de faire. Soit les entreprises appellent des bureaux d'études et d'ingénierie en éco-conception comme nous, parce que nous avons les informations, les outils pour les accompagner, les conseiller, ou alors directement elles appellent l'ADEME. Alors l'ADEME, ça fonctionne par région. Le bureau ADEME en région Bretagne est à Rennes. Voilà. Encore une fois, bon, voilà, c'est très simple. Vraiment, l'ADEME aujourd'hui met les moyens, est disponible et a vraiment envie d'accompagner les entreprises. Je veux juste préciser qu'elles peuvent aussi contacter les acteurs du monde économique de leur territoire, ceux qui les accompagnent régulièrement dans l'innovation, comme Biotech Santé Bretagne, dont je fais partie, mais d'autres, les technopoles et autres acteurs du territoire
qui sont là pour relayer tous ces outils à disposition des entreprises. Alors, on est un peu pris par le temps sur cette table ronde. On va vous poser une dernière question à vous tous, à tous les conférenciers. C'est un peu la question qui avait été posée au début par Élise lorsqu'elle présentait cet événement. La cosmétique solide est-elle une tendance ou est-elle éphémère? Voilà, c'est question de l'organisation. David Tripodi, Régis Courtin, Pascal Brousse et puis Stéphanie Raymond, vous pouvez y répondre, donner juste votre avis là-dessus pour conclure cette table ronde. En 2 mots, effectivement. En 2 mots, moi j'ai très envie de croire que c'est pas une tendance éphémère et que c'est vraiment une bien. lame de fond. Parce qu'en fait, il y a énormément à faire. En fait, c'est pas un terrain de jeu qui est vierge, mais presque. Mais il y a énormément de secteurs à découvrir, à investiguer. C'est ce que j'évoquais et que j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure à travers les 6 axes. Ça touche à la fois le domaine des ingrédients, ça touche la formule, ça touche le process. On l'a vu avec Gita Cosmetics tout à l'heure. Rien que sur un procédé connu et éprouvé qui est le coulage à chaud, on a déjà des difficultés. Alors si on veut aller innover et aller en chercher d'autres, il y a un champ des possibles extraordinaire qui s'offre à nous. C'est ça, c'est sans tenir compte de la partie gestuelle, packaging et environnement. Donc, allons-y. Moi, je pense que c'est pas une tendance éphémère et que c'est vraiment une lame de fond qui va nous emmener dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et vous, David Tripodi, qui êtes toujours en visio depuis Nice avec nous, votre avis sur la question, la cosmétique solide est-elle tendance ou est-ce que c'est éphémère, selon vous? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais je pense que nous avons des cartes en main pour faire en sorte que ce ne soit pas une tendance éphémère, dans le sens où nous avons de plus en plus de possibilités de développement de produits qui, en termes de fonctionnalité, en termes de sensorialité, en termes de performance, voilà, on a une marge de manœuvre, une marge de progression qui est relativement importante. Donc, charge à nous de proposer, d'innover, de proposer vraiment des produits de plus en plus performants, innovants, intéressants pour le consommateur. Également travailler sur cette partie coût qu'on a évoquée tout à l'heure, et pour faire en sorte que justement ce ne soit pas une tendance éphémère. Mais je pense qu'on a les cartes en main et que la cosmétique solide a de beaux jours devant elle. Est-ce qu'on a les cartes en main? Est-ce que c'est votre avis, Pascal Brousse? Oui, c'est mon avis, absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les grands embrayent, hein. Sinon, ils n'iraient pas dans ce créneau qui s'avère plutôt juteux. Et puis, on l'a bien vu, c'est la demande des consommateurs qui vont vers des changements d'usage. Et puis, parce que la cosmétique solide réunit beaucoup de points positifs en termes voilà, c'est ludique, c'est effectivement petit, c'est pratique à transporter, ça donne lieu à des expériences. Et c'est quand même le maître mot que l'on a peut-être peu évoqué là pour le moment, mais c'est avant tout la surprise, l'originalité et l'expérience de pouvoir dire bah tiens, je mets ma bille aussi dans de l'eau et ça va me faire un nouveau gel douche. Et en même temps, donc, on a économisé l'eau pour le transport, puisqu'on a vu que ça représentait jusqu'à 70% d'un produit. Donc tout cela séduit de plus en plus de jeunes. Et effectivement, moi, je parie sur le changement de nos habitudes et modes de consommation dans nos salles de bain. Et vous, Régis Courtin, tendance éphémère? Alors, pour moi, on peut créer des ruptures d'innovation, enfin des innovations de rupture, c'est-à-dire qu'on peut effectivement changer la donne. Et comme disait tout à l'heure Patricia, c'est qu'en fait, le monde de la création, et je pense aux jeunes femmes et hommes entrepreneurs et entrepreneuses, allez-y. Allez-y, innovez, prenez des risques et faites des choses sympas. Et que je pense que l'innovation va venir de là, parce que je pense que les grands groupes, ils ont des façons de travailler qui ont fait leurs preuves, mais qui sont dans des process et des habitudes qui sont lourdes et longues à changer. Et je pense que l'innovation, à mon avis, elle a tout intérêt à venir de jeunes créateurs ou créatrices. Et alors, moi, j'y crois beaucoup, effectivement. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Très bien, merci à vous d'avoir répondu. Merci à vous.
Merci à Roland aussi pour sa présence à nos côtés et les questions qu'il avait bien voulu formuler au cours de cette table ronde. On aura l'occasion de vous revoir.